Est-ce que ce qui n'est pas faux est-il? Est-ce que ce qui n'est pas faux est-il vrai? Ah, c'est une excellente question, ça. Oui. Très bien. Donc là, on va aller arriver sur le syllogisme. Oh là 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 là, mais vous êtes trop fort, on va trop vite. On va trop vite. Faut ralentir un peu là, les gars. Ah ouais, là, c'est trop vite. Donc le syllogisme, normalement, c'est pas très compliqué. Si on fait abstraction du vocabulaire comme on l'a dit, c'est juste qu'on donne une raison. Cette raison peut être soit complètement fausse dans le sens où elle ne correspond pas au sujet, soit, soit elle est indéfinie. Ça veut dire que on pourrait dire le contraire. On pourrait dire ça, mais aussi son contraire. Elle est indéfinie. Soit même carrément, elle prouve le contraire de ce qu'on voulait prouver. Ça peut arriver parfois. Ouais, surtout si vous regardez des bouquins sur les blagues de comptoir. Parfois, ça peut vraiment être très drôle. On peut prouver le contraire de ce qu'on voulait dire. Ouais, donc c'est différents types de raisons fausses. Ouais, une raison non établie, une raison indéfinie et une raison opposée. Ouais, ok. Bon, ça, c'est juste pour qu'on comprenne justement les différentes réponses du défenseur. Je vous donnerai le papier après, justement, par rapport à ces différentes réponses du défenseur, et vous aurez le début de la procédure du débat, etc. Vous aurez tout ça pour cet après-midi. Mais là, on va essayer de revenir un petit peu à ce qu'on a vu, toujours avec notre motivation extrêmement pure, extrêmement noble, extrêmement vaste, pour éliminer l'ignorance, pour terrasser l'ignorance, pour la trancher à la racine. Exactement, avec notre sabre laser. Pour le bien de tous les êtres. C'est magnifique. Une question? Oui. Oui, on va répéter les trois raisons. Raison non établie, raison indéfinie et raison opposée. Mais ce sont les trois types de raisons fausses quand on étudie Tariq, quand on étudie la logique. Ouais. Établi. Non établie, indéfinie et opposée. Ouais. Si par exemple, je vous dis, il s'ensuit que le sujet, le son est impermanent car c'est une corne de lapin, c'est une raison non établie. C'est facile. Mm. Ensuite, si je vous dis, le sujet, le son est impermanent car il existe, ah, qu'est-ce qu'on avait dit que c'était indéfini, ouais, que ça suffit pas, il n'y a pas d'implication. Ouais. Donc c'est une raison indéfinie, parce qu'on pourrait dire le contraire. Ouais. On pourrait dire c'est permanent car ça existe. Ouais, on pourrait dire le contraire. Ok. Et la raison fausse qui est opposée, on prouve le contraire de ce qu'on voulait dire. Ouais. Le sujet, le son est permanent car il est produit. Le sujet, le son est permanent car il est produit. Produit est bien la propriété du sujet, mais l'implication est opposée. On prouve le contraire de ce qu'on voulait prouver. Ouais, c'est génial. Quand il n'y a pas d'implication, c'est dans quel des trois? Alors, quand il n'y a pas d'implication, c'est dans la deuxième et dans la troisième. Ça veut dire que quand l'implication est opposée, il n'y a nécessairement pas d'implication. Mais c'est pourquoi on n'en parle pas beaucoup de l'implication opposée. En fait, on n'en parle pas beaucoup. On garde surtout les deux premières, raison non établie et pas d'implication. C'est pourquoi dans les exercices qu'on va faire, il y a surtout ces deux-là. Ouais. Tu avais dit Bernard est français car il a Oui, une tanka. Bernard est français car il a une tanka dans son bureau. Ça, c'est une raison indéfinie. Ouais, donc il n'y a pas d'implication. Ouais. Et si on disait Bernard est français car il a un passeport allemand, ouais, c'est une raison opposée, exactement. Il a bien. Alors, imaginons qu'il a un passeport allemand, c'est ce qui n'est pas vrai, moi j'imagine. Ouais, je ne sais pas. Et donc, imaginons qu'il ait vraiment un passeport allemand, ça prouve le contraire, justement, d'être français. Et il pourrait être binational, ouais, exactement. Donc, ça pourrait, à la rigueur, être une application opposée. Ok, donc j'ai trouvé autre chose. Ouais, il veut dire, ok, il va dire, le sujet Bernard est chrétien car il est bouddhiste. Hmm. Si on est bouddhiste, on n'est nécessairement pas chrétien. Normalement. Normalement, si on prend refuge dans les trois joyaux, on ne peut pas prendre refuge dans d'autres déités. Ok, donc on pourra trouver d'autres raisons comme ça, en s'amusant, en essayant de contrer les contre-arguments d'Anne.
dire que Jésus est un bodhisattva et qu'on prend Exactement. Ah, ce moment-là, on si peut Jésus est un bodhisattva, est-ce que, alors La là, Vierge Marie sont des déités. voilà, si ce sont des déités, pourquoi pas à ce moment-là? Ok, donc je raconte n'importe quoi, donc je vais essayer de trouver d'autres choses. Oui, si on dit le sujet, le son et... Non, c'est- Voilà, exactement. Ah, on pourrait dire, tiens, pourquoi pas chez les bouddhistes, on va dire, il s'ensuit que le sujet, le bouddhisme, n'est pas une tradition spirituelle car les bouddhistes sont athées. S'il n'y Ah, oui. a pas d'implication. Les bouddhistes sont athées pourtant, non? Là, il croit pas. En Oui, Dieu. là. Non, mais la raison Oui, n'est pas mais établie. athée, La raison est établie puisqu'on ne croit pas en Dieu, donc on est athée. Oui. Répète la Vous pouvez répéter la question? Oui, le sujet, le bouddhisme n'est pas une tradition spirituelle car c'est athée. Mais La déjà, tradition n'est pas spirituelle, c'est déjà faux, ça. Donc la raison n'est pas établie, n'est pas une. La tradition bouddhiste est athée, en fait. On ne croit pas en un Oui, Dieu non, mais créateur. la première partie, là, le prédicat, il est déjà faux. Alors, c'est ça qu'on va essayer de voir, indéfini, exactement. Ça veut dire qu'en effet, Bah, c'est une tradition spirituelle. exactement, c'est pourquoi la raison ne prouve pas le prédicat. Et donc, si la raison n'est pas établie. Alors, la raison est établie parce que le bouddhisme est athée. Ah, mais c'est la En raison. T apostrophe. C'est le prédicat qui est faux. Oui, exactement. Ouais, exactement, c'est le prédicat qui est faux. Ouais, si on disait, OK, le bouddhisme n'est pas une tradition spirituelle car on adhère aux trois joyaux, on croit aux trois joyaux, on a foi dans les trois joyaux. La raison est Ouais, ce serait opposé. C'est justement parce qu'on adhère aux trois joyaux qu'on est une tradition spirituelle parmi tant d'autres. Donc ce serait opposé, exactement. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait décrypter. Ouais, quand vous voyez sur Internet des gens qui font du debunking, eh ben, c'est justement, ils essaient de contrer les raisons fausses des fake news. C'est exactement ça. Ouais, ok. Très bien. Et donc là, ici, on a un syllogisme valide. Ouais. Le sujet, le son est impermanent car il est produit. Ouais. La raison est établie, le son est bien produit. Et produit prouve impermanent. Ouais, si c'est produit, c'est impermanent. Et donc, en effet, on a bien un syllogisme valide. Ok. Waouh. Ensuite, le sujet, le son est impermanent car il est impermanent. La raison Mais n'est ça, pas La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie, le son n'est pas impermanent. Donc la raison est établie. Et donc, la raison est établie. Et si c'est impermanent, c'est impermanent. Donc, il devrait y avoir une Mais application, non? pas dire les deux, parce que c'est Ça, les deux. bien, ça. Le sujet et la raison C'est sont un peu pareils. simpliste. C'est un peu simpliste. Et Bernard va dans ton sens aussi, en effet. Ça ne joue pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, il n'y a aucune distinction entre l'un ou l'autre des éléments d'un syllogisme. Si on disait le sujet impermanent est impermanent car c'est impermanent, ça ne prouve rien. Ouais. Le sujet table est une table car c'est une table, ça ne prouve rien. Exactement. Donc, en effet, on dira dans la logique, dans le traité sur la logique de Chonela Macheju, à Serame, on dira qu'il y a différents types de raisons non établies. C'est quand il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre des éléments du syllogisme. Ouais. Et donc, il n'y a aucune différence. Ouais. Par contre, si on disait le sujet, le son est impermanent car il est instantané, là, ça jouerait. On donne la définition pour prouver le definiendum. Là, ça jouerait. Il y a une différence entre les deux. Ouais. Ouais, ça parle à tout le monde? Bravo! Si la raison n'est pas établie. Exactement, la raison n'est pas établie. Le sujet, le son est impermanent car il est impermanent. Ce sera une raison non établie, même si techniquement, en effet, le son est impermanent, mais ok, c'est un petit piège en fait. Le son existe car il est impermanent, qui dirait soit c'est valide, soit c'est faux, et donc si c'est faux, la raison n'est pas établie, ou alors pas d'application. Pas d'application, deux, pas d'application. Valide, invalide. Invalide. En deux mots. Ah, C'est vrai, c'est valide. Mais en même alors temps, pas d'application, mais c'est valide. le phénomène soit impermanent, ça ne veut pas qu'il existe. Tous les impermanents. Ah, Merci. Et tous les impermanents existent, oui. oui. Tout est bon. Donc on peut cocher dans toutes les cases. Permanent. Mais non, tout est bon. Non, non. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que
En effet, il faut déjà vérifier est-ce que la raison est établie, est-ce que le son est impermanent? Oui. Oui. Et si c'est impermanent, est-ce que ça pourrait ne pas exister? Puisque justement, comme tu dis, Anne, impermanent est bien dans la catégorie existant. Donc ça veut dire que si on lançait une flèche dans l'impermanent, est-ce que la flèche pourrait être à l'extérieur d'existant? Non, elle taperait nécessairement dans existant. Ouais, donc c'est pourquoi on tomberait juste, non? C'est-à-dire que impermanent implique existant, mais pas l'inverse. Ouais, si on lance la flèche dans existant, on n'est pas sûr de faire mouche dans impermanent. Mais si on lance la flèche dans impermanent, on est sûr que ça va dans la cible existant. Waouh, c'est génial ça, non? Oui. Et donc c'est valide. Bravo, bravo. Et donc c'est valide, ouais. La personne est une car elle existe et n'est pas différente. Oh là là, là on entend des soupirs. La personne est une. Car elle existe et n'est pas différente. Tiens, je mets sous tes yeux, tiens, ici, là. Désolé, j'avais pas descendu le truc. Personne existe. Alors, Oui, David. la personne existe et n'est pas différente. C'est la raison est établie? Personne existe. Elle n'est pas différente. Ouais, la raison est établie, la personne existe et n'est pas différente. Personne n'est pas différent de la personne. Exactement, elle est toute seule, hein, on l'a choisie toute seule, donc on ne la compare à rien. Ouais, vous êtes d'accord? Donc la personne, elle existe bien et elle n'est pas différente puisqu'on ne la compare à rien. Et donc, si C'est ça existe valide. et que ce n'est pas différent, c'est nécessairement un. Bravo! Et donc, c'est valide. Oh, oh, oh. Par contre, si on avait dit, attention, oh là là, le sujet de la personne est une, car elle n'est pas différente, Ça n'aurait pas Ça n'a suffi. pas suffi. ça n'aurait pas suffi, Donc, ça aurait été pas d'implication. Bravo, en effet, elle n'est pas différente, mais ne pas être différente n'implique pas d'être un. Par contre, exister et ne pas être différent, oui, ça implique d'être un. Bravo, bravo, vous êtes très logique. C'est parfait. Waouh! Et ensuite, dans le dharma, aussi dans le lamrim, parce que c'est fait pour ça, hein, quand on étudie le syllogisme et tout ça, c'est fait pour l'appliquer au lamrim. Toujours, n'oubliez pas la perspective. Ouais. Syllogisme, ça veut dire qu'on a un sujet, un prédicat et une raison. C'est ça. Ouais. C'est pas le même que celui d'Aristote. Ouais, parce qu'Aristote pouvait avoir des syllogismes un peu. Par exemple, il disait OK. Euh, euh, OK. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il pouvait dire par exemple que dans les mentales, il y a des trous, donc plus on a des mentales et plus on a de trous, et donc moins on a des mentales. Et donc c'est sujet à caution. Alors c'est adapté par rapport à ce qu'il disait. Ouais. Mais la racine silo, c'est quoi? Alors logisme, c'est la logique, et sil, c'est comme c'est avec. Ouais, en grec, c'est la racine avec. Sun ou sul, c'est la racine avec en sanskrit, en grec, pardon. Mais oui, ça va dire avec la logique, exactement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a il y a nécessairement différents éléments. C'est pas une simple thèse. Une thèse, c'est simplement le sujet et le prédicat. Là, c'est un syllogisme, ça veut dire qu'on a une thèse plus une raison. Ouais, un sujet, un prédicat plus une raison. Ouais, là c'est là qu'on étudie la logique. C'est passionnant. On étudie ce que la définition d'une raison, c'est quoi? C'est ce qui est posé comme raison. Ouais. Et la définition d'une raison dans telle preuve, c'est quoi? C'est ce qui est posé comme raison dans telle preuve. Ouais. Et la définition d'une raison dans la preuve prouvant que le son est impermanent, c'est C'est tout ça. comme raison dans la preuve prouvant que le son est impermanent. Ouais. Et la définition d'une raison dans la preuve prouvant que le son est impermanent car il est produit, c'est C'est tout. la même chose, mais on va jeter les produits. Et tu commences par ce qui est posé. voilà, exactement ce qui est posé comme raison dans la preuve prouvant que le son est impermanent car il est produit. C'est tout simple la logique.
Maintenant, c'est ce qui est posé comme raison. C'est pas nécessairement une raison valide. Et donc, la définition d'une raison valide, c'est Ah, la définition. Validé par une police. pourquoi pas? Oui. Oui, une raison non fausse. Ok, pourquoi pas? Oui, c'est ce qui est les trois modes. Ah, c'est ça. Propriété du sujet, ouais, propriété du sujet, implication et contre-implication. C'est ce qu'on a juste au-dessus. La propriété du sujet, l'implication et la contre-implication. Ouais, la définition d'une raison valide, c'est ce qui est ces trois-là. C'est génial, ça. Ça faut l'encadrer. Ouais, c'est ce qui est la propriété du sujet, l'implication et la contre-implication. Ouais, et donc la définition d'une raison valide dans telle preuve, c'est ce qui est les trois modes dans telle preuve. Ouais, la définition d'une raison valide dans la preuve prouvant que le son est impermanent car elle est produit, c'est ce qui est les trois modes dans la preuve prouvant que le son est impermanent car elle est produit, tout simplement. C'est magnifique, ça. Donc, en effet, il faut que cette raison soit non seulement la propriété du sujet, il faut qu'elle existe exclusivement avec le sujet et qu'elle implique le prédicat. Et que si le prédicat est retiré, cette raison doit être retirée. Voilà la contre-implication. Il faut qu'elle soit la propriété du sujet, qu'elle soit l'implication et la contre-implication. Et là, on a une raison valide. C'est génial, hein? Voilà. C'est super. OK. Et donc, en effet, si ici, il n'y a pas la propriété du sujet, donc ce sera une raison non établie. Ce sera une raison fausse, une raison non établie. Et s'il n'y a pas l'implication, c'est une raison indéfinie. S'il n'y a pas l'implication et la contre-implication, c'est une raison indéfinie. Waouh! Et si l'implication est opposée, c'est une raison opposée. Génial! Et là, vous avez déjà des connaissances que de nombreux bouddhistes ne connaissent pas, et pourtant c'est la base de la philosophie bouddhiste, c'est la base du raisonnement. C'est grâce à ça qu'on va l'appliquer ensuite au Lamrim. C'est grâce à ça qu'on va comprendre les textes classiques. C'est grâce à ça qu'on va comprendre Arianagarjuna et les traités de Lama Tsongkhapa, comme l'Exeningpo, l'essence de l'éloquence, etc., où il décrypte le Chittamatra, etc. Il emploie énormément ces sujets-là. Si on ne les comprend pas, on ne peut pas entrer dans ces textes-là. Moi, je me souviens, j'avais essayé d'étudier The Central Philosophy of Tibet, c'est justement la traduction anglaise de Robert Schumann du Lecheningpo de la Tsongkhapa, et j'ai rien pané du tout. Et après, j'ai appris un petit peu la logique, etc. J'ai réouvert le livre, et là, c'était intéressant. Je ne dis pas que j'ai tout compris, loin de là, mais c'était déjà plus intéressant. C'est incroyable, c'est grâce à tout ça, en fait. Souvent, on dénigre les débats, la logique, etc. On se dit, oh, c'est pour se faire donner au cerveau, oh, moi j'étudie plus ça depuis longtemps parce que je suis arrivé au tantra, etc. Mais ça nous aide à comprendre beaucoup de choses, et même les tantras. Waouh! Ok. Très bien, très bien. Ok, les agrégats sont de vraies souffrances car ils sont contaminés. Oh! C'est valide, ça. C'est le deuxième saut. Oh, oh, le deuxième saut. Alors, c'est quoi les 4 sauts? Pas S, pas COTS. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Oui, tous les quoi? Tous les phénomènes composés sont Tous les composés sont impermanents. Exactement. Tous les causalement composés sont impermanents. Ouais. Dans le sens, tous les causalement composés, tous les produits sont impermanents. Tous les composés sont impermanents. Bravo! Tous les contaminés sont souffrance. Tous les contaminés sont de la nature de la souffrance. Exactement. Ouais. Tous les phénomènes sont sans soi. Tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Exactement. Tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Et Nirvana. Nirvana, c'est le là. nirvana est la paix. Ah, Donc il y a une porte de sortie. c'est génial. C'est tout à fait C'est ça. beau. Ouais. C'est génial. Quand on médite sur les 4 placements de l'attention, par exemple, ouais, on médite sur les 4 sauts. Ouais, on médite sur le placement sur le corps en particulier. Et on se dit le corps est impermanent. Ah non.
Ouais, les 4 placements de l'attention, ouais, sur le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. On médite sur le corps, on médite sur le corps et les agrégats en général, on pourrait se dire. Ok, mon corps est impermanent, il change d'instant en instant. Ouais. Mais même imaginons qu'on ne connaît pas les 4 sauts, Mm. il faudrait passer sur la raison évaluée de propriété du sujet, implication contre implication. Exactement. Ah oui, là, le 4 sauts, c'est quelque chose en plus, c'est du praliné qu'on vous donne en plus, mais on pourrait s'en passer. On pourrait en effet on va se dire qu'il faut examiner s'il y a la propriété du sujet, l'implication et les 4 implications. Ouais. Ok. Donc en effet, donc les 4 sauts, oui, c'est pour les 4 placements de l'attention en particulier, pour développer le renoncement, etc., pour se dire il y a une porte de sortie. Le corps, l'impermanence, Ouais. sensation. Les sensations sont contaminées. Pourquoi? Parce qu'elles sont produites, mais produites par quoi? Le karma et les afflictions. Ouais. Et ensuite, on médite sur l'esprit et sur la vacuité de l'esprit en particulier pour se dire, OK, les vraies cessations sont possibles. Ouais. Et donc, le nirvana est possible. Ouais. Et ensuite, on médite sur les phénomènes ou les autres facteurs mentaux et on les réalise comme étant pacifiés depuis toujours, pacifiés par rapport à une existence inhérente, etc. Et donc, on se dit, ouais, il y a la porte de sortie, on peut se débarrasser de la souffrance. OK. Très bien. Donc là, les agrégats sont de vraies souffrances car ils sont contaminés. Alors, il faudrait quand même préciser parce que est-ce que les agrégats du Bouddha sont contaminés? Et regarde, des êtres sensibles. Voilà, donc il faudrait, plutôt parler des êtres ordinaires à ce moment-là. Les agrégats des êtres ordinaires sont de vraies souffrances car elles sont contaminées. Ce serait peut-être un petit peu plus juste. Ouais, OK. Mais ensuite, est-ce qu'il y a une implication irrémédiable? Tant qu'ils sont contaminés, c'est une vraie souffrance. Mmh. Ben, c'est quelque chose de contaminé à part forcément. Mmh. On peut être contaminé par un virus, c'est sans forcément souffrir. Oui, ouais. Donc ça pose question, hein? Implication. Oui, normalement, on est censé se dire qu'en effet, il y a une implication. OK. Mais si c'est contaminé, contaminé, ça veut dire quoi? La définition qui est donnée dans les écoles philosophiques de Kunchot Jime Wangpo, ouais, qu'on étudie surtout à Depongomang ou à Losoling, etc., il donne la définition du point de vue Vaibhashika. Ouais. Il dit Mi pa dans Tsundan Gangron Gigone, Sa pa Gesurong Weche. Il dit c'est un phénomène qui a la capacité d'accroître les afflictions, soit en étant un objet d'observation, soit en étant concomitant à l'esprit, soit en étant un facteur mental. Ouais. OK. Donc, c'est un phénomène qui est susceptible d'accroître les contaminations ou les afflictions, soit en étant un objet d'observation, soit en étant concomitant. Donc concomitant à la conscience, en étant un facteur mental. Ouais. OK. Ça, c'est du point de vue Vaibhashika. Ouais, c'est dans l'école Vaibhashika donnée par Kuncho Jime Wangpo. OK. Ouais. D'observation. Ouais. Mmh. C'est génial ça. Ouais. C'est-à-dire un objet d'observation, bah, par exemple, on regarde une tasse, elle est jolie, elle est belle, hop, tout de suite on peut développer de l'attachement. Donc c'est notre objet d'observation qui développe de l'attachement. Et on peut avoir dans notre esprit aussi des facteurs mentaux qui développent de l'attachement, l'ignorance qui va saisir la belle couleur, etc., qui va développer plus d'attachement. Donc soit en étant un facteur mental, soit un objet d'observation, ça développe, c'est susceptible de développer les afflictions. C'est ça un phénomène contaminé. Voilà. Ah, Et donc en effet, si c'est contaminé, c'est une vraie souffrance, non? Ah oui. On serait tenté de l'accepter. Ouais. OK, waouh, très bien. Si on avait dit les agrégats sont de vraies souffrances, OK, donc on aurait pu bidouiller autrement. OK, mais là, normalement, si on dit les agrégats contaminés ou les agrégats des êtres ordinaires sont des vraies souffrances car elles sont contaminées, on est censé l'accepter. Si on dit simplement les agrégats sont de vraies souffrances car elles sont contaminées,
le Bouddha a des agrégats. Et pourtant, ils ne sont pas contaminés. Ouais. Donc, ça dépend comment on formule le truc. Là, normalement, si on le lit tel quel, on devrait dire la raison n'est pas établie. Mais si on comprend les agrégats des êtres ordinaires, on dira ok, c'est valide, j'accepte. Ouais, ça joue. Bravo. Bravo, bravo. Table et chaise sont des existants car elles sont des formes. Ensemble. Pas d'application pour Sheila. Bernard, tu disais quelque chose. Moi, je dis que c'est bon, ça, les tables et Oui. chaises sont des formes, et les formes sont des existants. Bernard disait j'accepte, en gros, en résumé. C'est vrai, oui. Ah, Isabelle va dans ton sens, Bernard. Le sujet, les deux, table et chaise, sont des existants, car elles sont des formes. Ouais, ça a l'air de jouer. Est-ce que il y a la propriété du sujet? Est-ce que table et chaise sont des formes? Oui. Et est-ce que le fait d'être une forme implique le fait d'exister? Oui. Est-ce qu'on pourrait trouver des formes qui n'existeraient pas? Ça, ce serait des noms. Est-ce que forme égale matière? Est-ce que la matière pourrait ne pas exister? Forme égale matière, à ce moment-là, oui. Oui, forme égale forme égale matière. La définition de forme, c'est quoi? C'est ce qui est approprié pour être une forme. Et proposé pour être C'est un une forme. dictionnaire. Ouais. C'est c'est ça, Un dictionnaire, là. c'est l'abhidharma. C'est trop facile, la définition d'une forme, c'est ce qui est approprié pour être une forme. Donc, si on donne la définition de exactement ce qui est approprié pour être une forme, pourquoi? Parce qu'ils disent il n'y a pas besoin de raisonner beaucoup, il faut voir la forme, la toucher, l'entendre, la sentir. C'est pourquoi ils ne donnent pas une définition très complexe. Ouais, il faut la sentir. Une forme, c'est matériel. Donc il faut la voir, l'entendre, la sentir, la goûter, la toucher. C'est ça qui fait qu'on certifie une forme. On ne peut pas trop donner d'explications. Il faut juste dire, bah, regarde, c'est ça. Et donc, mais on ne peut pas appliquer cette définition à tout, sinon, et la définition de la vacuité, bah, c'est ce qui est approprié pour être la vacuité. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Ok. Et oui, juste derrière ça, il y a forme et matière sont équivalentes. Ah oui, exactement, chez les Sautrantika en tout cas. Est-ce qu'on pourrait avoir des formes qui n'existent pas? Sinon, même chez les même chez les non-Sautrantika, par exemple les Prasangika, ils vont dire que forme n'est pas égale à matière. Mais est-ce qu'on pourrait avoir chez les Prasangika des formes qui n'existent pas? Ah oui, des formes pensées. Mais elles n'existent pas. Quand on pense à un cercle, à un lotus, etc., ça n'existe pas cette forme. Bah, si tu penses à un rond carré. Ah, si tu penses à un rond carré, mais le concept lui-même, est-ce qu'il n'existe pas? Le concept n'est pas une forme, attention, hein, le concept est permanent, la forme n'est pas permanente, hein. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des formes, par exemple, quand c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de formes. Il y a des formes qui sont à la fois obstructives et démontrables. Ouais, par exemple, une table. Une table est une forme qui est les deux, qui est obstructive et démontrable. Obstructive, ça veut dire qu'elle offre une obstruction. Quand on veut passer à travers, on n'y arrive pas. Ouais. Alors on pourrait, hein, en forçant un peu, mais si on pose le doigt dessus, on va pas passer à travers. Ouais. Sauf si on s'appelle Guru Rinpoche. Ok. Démontrable. Et démontrable, ça veut dire on peut la voir directement à l'œil nu. C'est ça que ça veut dire. Et il y a des formes qui sont obstructives, mais pas démontrables. Par exemple, les facultés dans les yeux, dans les oreilles, etc. C'est de la forme claire, c'est de la forme subtile, qui reste obstructive, mais qui n'est pas démontrable. Il faut avoir une certaine clairvoyance pour la voir. Elle n'est pas visible à l'œil nu, c'est ça que ça veut dire. Une forme subtile des organes des sens. Les facultés, pas les organes, les facultés qui sont dans les organes, ouais. Ouais. Il faut être clairvoyant pour les voir. Donc on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais elles sont quand même obstructives, elles offrent de l'obstruction. Ok. Et ouais. Et il y a des formes qui ne sont ni démontrables, ni obstructives. Oh là là. Ça pose question. Par exemple, si vous rêvez du ciel bleu,
Il n'y aurait pas malgré tout quelque chose qui donne l'apparence d'être du bleu? Oui. Et pourtant, ce n'est ni obstructif, ni démontrable. Et donc, c'est pourquoi, chez les Sautrantika, chez les Vaibhashika, ils vont dire que c'est quand même de la forme, mais chez les Sautrantika, dans l'auto-commentaire d'Acharya Vasubandhu, de la Abhidharma Kosha Bhashyam, il dira Tendo yamela toba mebezu kaiba deni choki kechera doba invechiro. Il dira les formes qui ne sont ni démontrables ni obstructives sont classifiées parmi les phénomènes sources, les objets des consciences mentales. Oui, ce que j'allais dire, c'est ce qu'on voit à l'œil nu, c'est forcément un objet tangible. Oui. Alors que tout ce qu'on voit en visualisation, c'est pas démontrable. Exactement. Par exemple, visualiser un lotus bleu, par exemple, ce sera un phénomène source. Ce ne sera pas vraiment une forme telle que les Sautrantika l'accepteront. On dira c'est un phénomène source. C'est une forme pour la conscience mentale. Donc, c'est un phénomène source. Ce n'est pas une forme source. Waouh! Passionnant, hein? Oh là 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 là, ça nous amène loin, ces syllogismes. Mais c'est en effet les bases. Oui. Et dans ce cas-là, on ne peut pas les appeler des formes chez les Sautrantika. Ouais, on dira ce sont des phénomènes sources. Ouais. Waouh! Table et chaise sont des existants car ce sont des formes. Qui dira quoi alors? Voilà, ça doit pas Et oui, ce sont bien des formes matérielles, des formes visuelles, etc. Et si c'est une forme, ça existe nécessairement. C'est nécessairement un existant. Vous êtes d'accord? Waouh! Ok, mais il y aura un point supplémentaire, là, si ça vous intéresse. Uniquement si ça vous intéresse. Si vous voulez vraiment en parler d'un autre truc, c'est que Mais oui, là, on avait vu précédemment un petit flashback. Alors, on va tous regarder vers le ciel, comme fait dans Le cœur a ses raisons, dans la série québécoise. Un flashback, on regarde vers le ciel. Et donc, on avait dit que non existant n'est pas existant, mais non existant n'est pas contradictoire avec existant. Vous vous souvenez? Parce que non existant n'existe pas. Donc, ça ne peut pas être différent et sans base commune avec existant. OK, mais il y a des existants qui, en effet, existent, mais qui restent contradictoires avec existant. C'est le truc opposé. Par exemple, le sujet les deux, table et chaise, ça existe, mais c'est contradictoire avec existant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune base commune entre table et chaise. Et donc, s'il n'y a pas de base commune entre table et chaise, il n'y en a pas entre table et chaise et existant. Donc, table et chaise existent, mais est contradictoire avec existant. C'est intéressant, ça. C'est des bizarreries que possède le Sautrantika. Il n'y a que... Oui, pourquoi pas les Prasangika pourraient accepter la même chose, parce que si on donne une définition, si on dit que la définition de contradictoire, c'est il n'y a pas de base commune. de phénomènes qui n'ont pas de Phénomènes qui n'ont pas de base c'est différent et sans base commune. C'est la définition de contradictoire, ouais. Différent et sans base commune. Ouais, c'est ça la définition de contradictoire. Ok. Et donc, table et chaise n'ont pas de base commune, vous êtes d'accord? Table et chaise sont différentes et sans base commune, donc elles sont contradictoires. Et donc, si elles n'ont pas de base commune, comment peuvent-elles avoir des bases communes avec existants? Si elles n'ont pas déjà de base commune entre elles, elles ne peuvent pas avoir de base commune avec existants. Non, mais ça, c'est pas la question. Oh là là, c'est fort ça. Ouais. Ça, c'est une autre question. Oui, oui, ce sera une autre question, hein. En effet, table et chaise existent, mais sont contradictoires avec existants. C'est une autre question, c'est un sujet annexe. Ouais. Exactement. Si elles n'ont pas de- Ouais, avec existant. Ou avec forme, ou avec impermanent. Elles sont impermanentes, mais sont contradictoires avec impermanent. Voilà. Et c'est on peut dire la bizarrerie inverse avec non existant. Non existant n'existe pas, mais n'est pas contradictoire avec existant. Ouais, parce qu'il n'est pas différent d'existant. Oh là 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 là! C'est cool, ça. Là, c'est assez simple, hein? Ouais, ouais. Ouais, exactement. Oh là 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 là, mais c'est déjà quelque chose d'énorme.
Franchement, c'est déjà quelque chose d'énorme. Ok, très bien. Le sujet table est impermanente car elle est fabriquée par quelqu'un. Et ben, c'est vrai. Ouais, c'est valide pour Isabelle, pour Bernard aussi. Ouais, Anne aussi, tout le monde, Sheila. On a besoin de rajouter par quelqu'un. Oui, mais c'est moi qui pose des questions, je fais ce que je veux. En effet. Il y a plein de choses qu'on n'aurait pas été obligé de dire, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai. C'est très logique ce que dit Sheila. Il aurait pu se passer de dire par quelqu'un. Si elle est fabriquée, c'est nécessairement par quelqu'un. Exactement. Ouais, bravo. Ouais, ça parle à tout le monde. C'est une raison valide. Maintenant, le sujet l'espace incomposé est permanent car il n'est pas impermanent. Oh, oh, oh. Il a raison. Oh, pas d'implication. Oh là là. Pas d'implication. Pourquoi? C'est pas une raison valide. Non, il n'y a pas de raison valide. Exactement. Si on avait dit le sujet l'espace incomposé est permanent car il existe et n'est pas impermanent, Là, c'était bon. Ça changerait tout. ah, là, ça changerait tout. Oui. Parce que permanent et impermanent sont les deux dichotomies. Ouais, ça veut dire que si ça existe, c'est soit permanent, soit impermanent. Maintenant, si ça existe et que ce n'est pas impermanent, c'est nécessairement l'autre. C'est nécessairement permanent. Par contre, si on ne dit pas si ça existe, si on dit bah, ce n'est pas impermanent, ça pourrait très bien ne pas exister du tout. Ouais. C'est- de toute façon. Donc, pas d'implication, ouais. Ce n'est pas parce que ce n'est pas impermanent que c'est nécessairement permanent. Bravo! Oh là 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 là. Oh, vous êtes trop fort. T'avais vu ça comment? Ben, non, en fait, moi, je voyais un peu comme en gros, ce serait à peu près la même chose que moi. Le son est impermanent car il est impermanent. Ah, ok, d'accord, oui. Juste le contraire. Hmm. Ça, c'est intéressant comme argument. Ouais, de simplement dire le contraire, parce que ça semble être équivalent, permanent et non impermanent. Ouais, ça semble être équivalent. Alors, vous pourriez vous poser la question en faisant les petits cercles. Je parie que vous ne connaissez pas la différence entre permanent et non impermanent. La raison n'est pas établie. Il s'ensuit que vous connaissez la différence qu'il y a entre permanent et non impermanent. J'accepte. Donnez. Oui, je vous laisse le temps. Vous avez 5 minutes. Entre permanent et non impermanent. Ça, j'ai le temps de regarder ma page Facebook, tranquille. Les regards désespérés. T'es sûr que c'est bien ça hein, qu'on recherche, hein? Permanent et non impermanent? C'est équivalent, forcément. Donc, impermanent, ça ne veut pas forcément dire permanent. Ah, donc c'est pas équivalent. Non, hein. Ah, Donc, c'est pas. c'est pas équivalent. Ah, Qu'est-ce qui est non impermanent? Ça, c'est permanent. alors on va essayer de trouver des bases communes. Ouais. Est-ce que vous pourriez trouver des bases communes entre permanent et non impermanent?
Espace. L'espace incomposé. Le sujet, l'espace incomposé est permanent. Il est permanent parce que si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Donc une corne de lapin est permanente. Elle ne change pas d'instant en instant. C'est un phénomène. Ah, car c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Si c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Ok. Et le sujet, l'espace incomposé n'est pas impermanent. N'est pas impermanent parce que. Et donc s'il ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement pas impermanent. Bah, pourtant là, si, oui. Si, si on nie, alors essayez de vous souvenir. Instantané, c'est la définition d'impermanent. Instantané, c'est la définition d'impermanent. Ok. Ou qui change instant en instant si vous voulez, mais instantané, c'est plus simple. Instantané, c'est la définition d'impermanent. Si on nie instantané, est-ce qu'on nie impermanent? Si on nie la définition, est-ce qu'on nie le définiendum? On va le prendre avec chaud et brûlant et le feu. Ouais, le feu, c'est défini comme étant chaud et brûlant, vous êtes d'accord? Ok. Si on nie la définition, est-ce qu'on nie nécessairement le définiendum? Si on dit ce n'est pas chaud et brûlant, est-ce qu'on réfute que ce soit du feu? Nécessairement. Donc ça joue de ce point de vue-là. Si on dit ce n'est pas instantané, l'espace incomposé n'est pas instantané, donc il n'est nécessairement pas impermanent. Là, ça joue de ce point de vue-là, non? Donc, il n'y a pas de base commune. Donc, il n'y a pas de base commune. Base commune. Alors, l'espace incomposé, en effet, on vient juste de prouver que c'était une base commune entre permanent et non impermanent, ouais. Ce qui me désole, c'est que tout ça est enregistré. Mais c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais grâce à Mais toi, oui. beaucoup de personnes comprendront beaucoup plus. Exactement. Et c'est grâce à ces cas d'école, parce qu'à chaque fois, une erreur est un cas d'école, nous permet d'analyser pourquoi est-ce que dans notre esprit, on va plutôt dans cette direction. Parce que c'est trompeur, les négations. C'est très trompeur, les négations. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pour le bien de tout le monde. Exactement, bravo. Donc, tu dois recommencer. Pour le bien de tous les êtres. Les négations, c'est très trompeur. Il y a même Oui, il y a un chapitre entier dans le texte, la Bible de Yongzin Polbuchok. C'est un texte sur l'opposé de ce qui est cela et l'opposé de ce qui n'est pas cela. Et ce thème-là, c'est dans les débats, on appelle ça la honte des guéchés. Et donc des guéchés qui sont extraordinaires pour les débats. Quand on commence à employer les négations et les doubles négations, ils commencent à ne plus savoir où on en est. Et donc, c'est tout à fait normal que si c'est la honte des guéchés, c'est tout à fait normal que pour nous, oui, ce soit encore plus la honte. Mais c'est pas vraiment la honte. On peut lire ce chapitre en comprenant un petit peu, ou pas à notre niveau. On peut le lire, oui. On peut. Alors, la toute première, je pourrais vous, si ça vous intéresse, je pourrais cet après-midi vous lire le premier débat en français, qui sera d'ailleurs publié aux éditions Mahayana l'année prochaine. Il y a le premier volet de Yongzin Dura qui a été traduit en français, avec des débats qu'on a fait au Centre Kalachakra pour c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc des débats avec des diagrammes, avec les mignons, enfin peut-être pas les mignons parce que c'est copyrighté, mais avec des illustrations, etc. Normalement, ça sort l'année prochaine, en janvier, j'espère, enfin au printemps 2025. C'est cool! Et donc, c'est grâce aux étudiants et grâce à Christine Duvou qui a fait les transcriptions aussi, voilà. Et Bernard et Dominique et Vénérateur John qui ont fait des relectures. C'est super. Donc, je voulais en parler. Oui, c'était par rapport aux doubles négations. Très bien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a des bases communes entre permanent et non impermanent? Ou pas? Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'il n'y a pas de base commune. Et on vient de dire l'espace incomposé. Donc, le sujet de l'espace incomposé, il s'ensuit qu'il est non impermanent. Ben, Il est non impermanent parce que? Parce qu'il ne change pas d'instant en instant, parce qu'il n'est pas instantané. Ouais, s'il n'est pas instantané, il ne peut pas être impermanent. Ouais, si ce n'est pas chaud et brûlant, ça ne peut pas être du feu. C'est pareil. Ouais. Ok. Donc, si ce n'est pas instantané, c'est nécessairement pas impermanent. Si si ce n'est pas instantané, ce n'est nécessairement pas impermanent. Mais oui,
Exactement. Oui, tout à fait. Si ce n'est pas instantané, qui est la définition d'impermanent, ça ne peut pas être impermanent, qui est le définition d'instantané. Bravo! Très bien. Donc, l'espace incomposé, c'est une base commune entre permanent et non impermanent. Très bien. Et donc, qui avait trouvé quoi comme solution? Est-ce que c'est... Alors, on a éliminé la contradiction, forcément, puisqu'il y a des bases communes. Donc, on a déjà une piste d'éliminer. Il ne reste plus que 3. Soit équivalent, soit 3 possibilités, soit 4 possibilités. Oui. Ah, Qu'est-ce qu'il fait? On a un Maintenant, on est permanent. dans oui. Toi, un Bernard, tu permanent. disais quoi? Tu disais Non, 3? je réfléchis, je réfléchis. Ouh là là, Alors, essayez de vous poser la question, est-ce que tout ce qui est permanent est nécessairement pas impermanent? Exactement. C'est ça qu'on se pose dans les diagrammes que on a vus au tout début, on se pose la question. Ouais, on trouve d'abord des bases communes et ensuite on se pose la question, est-ce que tout ce qui est permanent est nécessairement pas impermanent? Là, oui, ça joue. OK, très bien, en effet. Donc ça veut dire que si c'est permanent, c'est nécessairement pas impermanent. Donc là, on a trouvé une autre solution, c'est qu'il y a une implication naturelle. Si c'est permanent, ça ne peut pas être impermanent. OK. Maintenant, si ce n'est pas impermanent, est-ce que c'est nécessairement permanent? C'est là la question. Et ça pourrait être un non existant, exactement. Bravo, bravo. Une Un corne de non lapin? Oui, une corne de lapin n'est pas impermanente, vous êtes d'accord? Est-ce qu'elle est permanente pour autant? Non, loin de là. En cœur, non. Bravo. Donc, si c'est permanent, c'est nécessairement pas impermanent. Mais si c'est pas impermanent, c'est pas nécessairement permanent. Et donc, ça donne combien de possibilités? 3, exactement, bravo. Qu'est-ce qui pourrait ne pas être impermanent et pas permanent pour autant? En effet, la corne de lapin. Maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Oui, ni permanent, ni non impermanent. Eh ben, table. Table, bravo, bravo Bernard. Ça, c'est ce qui- Ah, une idée. Oui, ni A ni B, ni permanent, ni pas impermanent, ou ni permanent, ni non impermanent. Ouais, une double négation. Ce qui n'est pas non impermanent, puisque c'est un- c'est nécessairement une affirmation. Ouais. Non, non impermanent renvoie à impermanent. Bravo. Et donc, table est en effet ce qui n'est ni permanent, ni non impermanent. Bravo, bravo. On pourrait mettre impermanent, ou instantané, ou chose, etc., etc. Donc, on a bien 3 possibilités. Bravo, bravo, c'est magnifique. Il était bien. Parce qu'il y a les doubles négations qui sont très, très Ouais, compliquées. mais c'est- Oui, c'est très intéressant. Ouais, parce que la vacuité est une négation. Et il y a plein de négations autour de nous. Il y en a plein, plein, plein. Nous sommes aussi une négation. C'est-à-dire que si on exclut explicitement quelque chose, le phénomène en question devient du coup une négation. C'est-à-dire que, par exemple, si on dit cette tasse est un phénomène positif, c'est pas une négation. Par contre, si on dit cette tasse qui n'est pas bleue, elle devient du coup une négation. Ou cette tasse qui n'est pas à vous, à ce moment-là, c'est une négation. Elle devient une négation parce que notre conscience conceptuelle exclut explicitement quelque chose. Quand tu dis on est une négation, c'est parce qu'on n'est pas le corps et l'esprit. Ah oui, si on dit par exemple la personne qui n'est ni le corps ni l'esprit, exactement, ça devient une négation. Tout à fait. La personne Tout qui est... est une négation. Alors en fait, si on exclut explicitement quelque chose, tout devient une négation. Mais si on n'exclut pas explicitement, si l'exclusion n'est qu'implicite, Oui. ouais, si on dit cette tasse, si par exemple vous avez dans le placard à tasse, je vous dis, OK, prenez cette tasse rouge, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nécessairement pas prendre les autres tasses. Mais c'est une négation implicite. Parce que n'importe quel phénomène est la négation implicite de tout ce qui n'est pas lui, nécessairement. Et l'exclusion de tout ce qui n'est pas lui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cette tasse soit une négation. Si on dit prenez cette tasse qui n'est pas les autres, qui n'est pas les tasses bleues, là oui, vous avez une négation. Parce Si qu'on on exclut. prend les non-tasses bleues, on prend une tasse bleue.
Oui, exactement. Si on dit les non-tasses bleues, on aura en effet toutes les tasses bleues. Parce qu'on aura exclu tout ce qui n'est pas une tasse bleue. C'est génial ça. Et la double négation est très utile pour les isolats, pour comprendre comment la conscience conceptuelle s'engage par exclusion, etc., etc. Donc ça amène à comprendre énormément de choses qu'on trouve là encore dans les textes classiques. Comment fonctionne l'esprit, etc. Exemple, clairement. Oui, les doubles négations dans le Lamrim, on dira par exemple que, par exemple, la personne et sa vacuité, par exemple. La personne et sa vacuité sont une même entité, mais deux isolats différents. Parce que seule la vacuité de la personne est une, ou est l'opposé de ce qui n'est pas un avec la vacuité de la personne. Et seule la personne, et seule la personne est l'opposé de ce qui n'est pas un avec la personne. Donc il y a des doubles négations là aussi. Ouais, les deux isolats, mais une même entité. T'es content de ta question? Moi, je suis surtout pas. Parce que ça, à quoi ça nous amène, c'est que quand on a dans le Sutra du cœur, que vous connaissez par cœur, Zu Tompao, Tompani Zu, Zu le Tompani Shamain, Tompani le Kenzo Shamaino, la forme est vide, la vacuité est la forme, il n'est pas d'autre vacuité que la forme, il n'est pas d'autre forme que la vacuité. On pourrait se dire, bah, la forme et la vacuité, et une avec sa vacuité. On dira non, elle est une même entité avec sa vacuité, mais ce sont deux isolats conceptuels différents. Seule la vacuité de la tasse est une avec la vacuité de la tasse, et seule la tasse est une avec la tasse. Et donc, ce sont deux opposés conceptuels, mais qui renvoient à la même entité, pas la même substance, le même phénomène d'une certaine manière. Chose qui nous apparaît. Oui. Qui a pourtant deux natures différentes. Hein. La Matsukapa, il tient beaucoup. Il y a quand même deux natures différentes. La vacuité et la tasse sont deux natures différentes, mais dans une même entité. Ah. Tous, Tous en même temps. s'il n'y a pas de Et nous aussi. Nous aussi, on pourra, parce que quand on dit Zou, ton paro, ton pani, zou, so, on pourra dire Sorwa, ton paro, Oui, t'as raison. on pourrait, on pourrait dire la sensation, etc. Parce que normalement, on applique à la sensation, à l'identification, au facteur composé, à la conscience, à la personne, etc. On doit l'appliquer à tout. C'est ça qui est génial. Ouais, Avalokiteshvara n'est pas en train de dire que la tasse est une avec sa vacuité. Elle est une même entité avec sa vacuité, mais elle est différente de sa vacuité. Elle est même contradictoire avec sa vacuité. Waouh! Ok. Ça a combien de temps à étudier dans ta vie? Régulièrement, mais après. Mais c'est passionnant. Pour ceux que ça passionne. Ok. Et un dernier. Je peux demander Oui. qu'est-ce qui est permanent et pas non impermanent. J'ai oublié. Qu'est-ce qui est permanent et pas non impermanent? Ah ouais. Est-ce qu'on avait trouvé quelque chose? Non, non, il n'y a rien. Ah non, il n'y avait rien. C'est ça, donc il y a Oui, trois possibilités. oui, trois possibilités, exactement. Bravo, bravo. Et le petit dernier pour nous donner l'appétit. La personne n'est pas une forme car elle est un facteur composé non associé. Oh, oh, oh là là. Ça, Alors là, vous c'est- êtes gâtés, là. Vous êtes gâtés, gâtés, pas gâtés. c'est vrai. C'est La valide. personne. Oui, qu'est-ce que tu dis, Bernard? Je dis c'est valide. C'est valide, tu acceptes. Hmm. C'est vrai qu'il y a un facteur qui peut donner. Ah, la personne est un facteur composé non associé. Alors, c'est quoi un composé non associé? C'est quoi la définition d'un composé non associé? C'est ni forme ni Ah, un conscience. phénomène qui n'est ni forme ni conscience. Donc, l'espace incomposé est un composé non associé. Alors, parce que c'est un phénomène qui n'est ni forme ni conscience. Le non-soi est un facteur composé non associé, alors, parce que c'est un phénomène qui n'est ni forme ni conscience. C'est vrai que c'est un phénomène non associé, là. Oui, mais c'est quoi la définition d'un personne. composé non associé? La définition d'un composé non associé? C'est quelque chose qui n'est ni C'est conscience, un impermanent. ni matière. Ah, donc l'espace incomposé? Oui, oui, c'est un permanent. Ah, un Impermanent. Il y a ni impermanent. forme ni conscience. Ah oui, Oh là là. je pense. Hmm. Qui n'est ni forme ni conscience. C'est ça. Hmm. Eh ben, la C'est personne Zou, est Zouché, impermanente. Grand Roux. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Ou un composé qui n'est ni forme ni conscience. Ou une chose qui n'est ni forme ni conscience. Exactement. Oui. Gardez bien cette définition à l'esprit. Ouais. Zouché, Grand Roux, Maïben, Mouepo. Une chose qui n'est ni forme ni conscience. Ça doit être impermanent. Ouais. C'est Sinon, impermanent sur toute ouais.
Ok, sinon l'espace incomposé serait un facteur composé non associé. Parce que c'est un existant, en effet, qui n'est ni forme ni conscience. Ouais. Oui, mais c'est quand même peine. Alors là, en effet, là, est-ce que la forme est un composé, pardon, est-ce que la personne est un facteur composé non associé? Oui. Oui, parce elle est impermanente, nous changeons d'instant en instant. Mais nous ne sommes pas notre corps et nous ne sommes pas notre esprit. Donc nous sommes bien un composé non associé. Bravo! Et donc elle ne peut pas être une forme parce que c'est dans la définition d'un composé non associé qui est Un impermanent. impermanent qui qui n'est ni forme ni conscience. Bravo! Vous êtes super. Bravo, bravo. Ok, donc on peut dédier là aussi pour le bien de tous les êtres, pour que tous les êtres puissent aiguiser leur faculté de raisonnement, puisque c'est par la connaissance qu'on se libère, c'est jamais par la simple foi ou par la croyance, c'est par la connaissance qu'on se libère, par la cognition valide. Et donc raisonner, certifier, remettre en question, etc., c'est exactement ce qu'on est censé faire quand on est bouddhiste, pour le bien de tous les êtres, le bon cœur, le bon sens et la bonne humeur. Bravo, bravo, bon appétit. Il y a tout ça. Et le bon Ouais. appétit. Merci du fond du cœur, à tout à l'heure.